l'essence historique de tout art ne s'exprime nulle part de manière aussi emphatique que dans l'irrésistibilité qualitative de l'art moderne. Ce n'est pas par une simple association qu'on pense aux inventions de la production matérielle. Des œuvres d'art importantes tendent à anéantir tout ce qui, à leur époque, n'atteint pas leur niveau. C'est pourquoi la rancune est bien une des raisons pour lesquelles un si grand nombre de personnes cultivées se ferment à l'art moderne radical et pourquoi on assimile la force meurtrière historique de l'art moderne avec la décomposition de ce à quoi se raccrochent désespérément les tenants de la culture. A l'inverse de ce que veut le cliché, l'art moderne n'est pas débile lorsqu'il va trop loin selon cette même phraséologie, mais lorsqu'il n'est pas allé assez loin, lorsque les œuvres vacillent par manque de rigueur logique. Seules les œuvres qui un jour s'exposèrent ont une chance de survie, pour autant que celles-ci existent encore, mais non pas celles qui, par peur de l'éphémère, se perdent dans le passé. Des renaissances d'art moderne modéré, exploitées par la conscience restauratrice et ses intéressés, échouent même auprès d'un public nullement à l'avant-garde. La rationalité esthétique et la critique. Le concept matériel de modernisme est à l'origine d'une utilisation consciente de ces moyens dirigés contre l'illusion d'une essence organique de l'art. Même ici, la production matérielle et la production esthétique convergent. La nécessité d'aller au plus extrême est celle d'une telle rationalité en rapport avec le matériau et non celle d'une course de vitesse pseudo-scientifique avec la rationalisation du monde désenchanté. Elle sépare catégoriquement le modernisme matériel du traditionnalisme. La rationalité esthétique exige que tout moyen artistique soit en soi et selon sa fonction aussi déterminé que possible pour accomplir de soi-même ce de aucun moyen traditionnel ne le décharge. L'extrême est proposé par la technologie artistique et non pas seulement souhaité par un état d'esprit rebelle. Le modernisme modéré est en soi contradictoire parce qu'il freine la rationalité esthétique. Le fait que tout moment accomplisse dans une œuvre de fond en comble ce qu'il doit accomplir coïncide immédiatement avec le modernisme comme desiderata. L'art modéré échappe à celui-ci car il reçoit les moyens d'une tradition existante ou fictive et lui attribue une puissance qu'elle ne possède plus. Plaider en faveur de l'honnêteté du modernisme modéré, plaidoyer qui le préserverait de suivre la mode, est malhonnête vis-à-vis des soulagements dont se réjouissent les plaideurs. La prétendue immédiateté de leur comportement artistique est complètement médiatisée. Le stade socialement le plus progressiste des forces productives, dont l'une est la conscience, c'est à l'intérieur des monades esthétiques le stade du problème. Les œuvres d'art préfigurent dans leur structure l'endroit où il faut chercher la réponse au problème. Réponse qu'elles ne sont cependant pas capables de donner elles-mêmes sans intervention. Cela seul constitue en art une tradition légitime. Toute œuvre importante laisse des traces dans son matériau et dans sa technique. Suivre celle-ci définit le modernisme comme échéance, non pas comme sensation de ce qui se prépare. Cette définition se concrétise par le moment critique. Les traces abandonnées dans le matériau et dans les procédures techniques auxquelles adhère toute œuvre qualitativement nouvelle sont des stigmates, les points où les œuvres précédentes ont échoué. Tout en souffrant de ces stigmates, l'œuvre nouvelle se retourne contre celles qui ont laissé des traces. Ceux dont traite l'historisme en tant que problème de génération dans l'art renvoient à ce phénomène et non au changement d'un sentiment vital purement subjectif ou aux modifications des styles établis. Le déclin de la tragédie grecque a reconnu ce fait. Seul le panthéon de la culture neutralisée a trompé à son sujet. Le contenu de vérité des œuvres d'art fusionne avec leur contenu critique. C'est pourquoi elles se critiquent aussi mutuellement. Cela, et non la continuité historique de leur dépendance, lie les œuvres d'art les unes aux autres. Une œuvre d'art est l'ennemi mortel de l'autre. L'unité de l'histoire de l'art est la figure dialectique d'une négation déterminée. Et ce n'est pas autrement qu'elle sert l'idée de réconciliation.
La manière dont les artistes d'un genre s'éprouvent comme une communauté de travailleurs clandestins, presque indépendamment de leur production particulière, donne une idée, aussi faible et inexacte soit-elle, de cette unité dialectique. La règle des interdits. Autant dans la réalité la négation du négatif n'est guère une position, autant c'est vrai dans la sphère esthétique. Dans le processus de production artistique subjectif, la force de négation immanente n'est pas aussi enchaînée qu'à l'extérieur. Les artistes d'une extrême sensibilité de goût, comme Stravinsky et Brecht, ont par goût pris ce dernier à rebrousse-poil. La dialectique s'en est emparée. Il se dépasse lui-même et cela constitue également sa vérité. Par des moments esthétiques sous-jacents à la façade, des œuvres d'art réalistes se sont, au XIXe siècle, révélées parfois plus substantielles que celles qui, d'elles-mêmes, faisaient honneur à l'idéal de pureté de l'art. Baudelaire a rendu hommage à Manet et a pris parti pour Flaubert. Selon la peinture pure, Manet est incomparablement supérieur à Puvis de Chavannes. Les compter l'un à l'autre frise le comique. Les comparer l'un à l'autre frise le comique. L'erreur de l'esthétisme fut d'ordre esthétique. Il a confondu son propre concept avec ses réalisations. Dans la règle des interdits se sédimentent les idiosyncrasies des artistes, mais en retour elles sont de nouveau objectivement chargées d'obligations. C'est en cela que, du point de vue esthétique, le particulier est littéralement l'universel. En effet, le comportement idiosyncrasique, d'abord inconscient et théoriquement guère transparent à lui-même, est un sédiment de réaction collective. Le kitsch est une notion idiosyncrasique, aussi obligatoire qu'indéfinissable. Que l'art doive aujourd'hui réfléchir sur lui-même signifie qu'il devienne conscient de ses idiosyncrasies et les articule. En conséquence de quoi, l'art se rapproche de l'allergie envers lui-même. Représentant la négation déterminée qu'il exerce, il est la sienne propre. En correspondance avec le passé, ce qui réapparaît devient quelque chose de qualitativement autre. Les distorsions de silhouettes et de visages humains dans la sculpture et la peinture moderne évoquent à première vue des œuvres anciennes dans lesquelles la reproduction des hommes dans des formes cultuelles, ou bien n'était pas voulue, ou bien était irréalisable par la technique dont on disposait à l'époque. Cultuelle. Mais il existe une différence du tout au tout, à savoir si l'art, en possession du degré d'expérience d'imitation, nie celle-ci comme l'indique le terme de distorsion, ou s'il se situe en deçà de l'imitation. La différence pèse plus lourd pour l'esthétique que l'accord. Il est difficilement concevable que l'art, après avoir fait l'expérience de l'hétéronomie de l'imitation, puisse à nouveau l'oublier et en revienne à ce qui a été nié de manière déterminée et motivée. Il ne s'agit pas, évidemment, d'hypostasier les interdits d'origine historique. Sinon, il défierait le procédé de prédilection, surtout chez les modernes du type Cocteau, qui consiste à faire soudainement réapparaître, comme par magie, l'interdit momentané, à le présenter comme s'il était tout neuf et à se délecter de la violation du tabou moderne, elle-même considérée comme modernisme. Souvent, la modernité se transforme ainsi en réaction. Ce qui revient, ce sont des problèmes, non pas des catégories et des solutions pré-problématiques. Schoenberg, à la fin de sa vie, aurait dit, et on aurait tout lieu de le croire, que ce dont il s'agissait, ce n'était pas de l'harmonie. Il ne prophétisait évidemment pas qu'on puisse un jour réutiliser les accords parfaits qu'il avait été relégués au rang de cas spéciaux usagés grâce à l'élargissement du matériau. Cependant, est ouverte la question de la dimension du simultané dans la musique en général, qui avait été considérée comme un simple résultat, quelque chose de secondaire et de virtuellement aléatoire. On enleva à la musique une de ses dimensions, celle de la consonance expressive en soi, et c'est surtout pour cela que le matériau enrichit inconsidérablement s'appauvrit. Il n'y a pas à restituer les accords parfaits ou autres accords tirés de la réserve tonale. Il est cependant concevable que si un jour des forces antagonistes qualitatives se dressent à nouveau contre la quantification totale de la musique, la dimension verticale se trouvera à nouveau à l'ordre du jour, à tel point que les accords seront à nouveau écoutés attentivement et acquerront une balance spécifique. On pourrait prédire quelque chose d'analogue pour le contrepoint pareillement déchu dans l'intégration aveugle. Il ne faut pas méconnaître pour autant la possibilité d'un abus réactionnaire. L'harmonie,
redécouverte, quelle qu'elle soit, s'accommode de tendances harmoniques. Il suffit de se représenter combien peut être facile, à partir d'un désir non moins fondé de la reconstruction de lignes monodiques, la fausse résurrection de ceux dont les ennemis de la nouvelle musique regrettent l'absence, la mélodie. Les interdits sont à la fois simples, souples et rigoureux. La thèse selon laquelle l'équilibre ne serait plausible que comme résultante d'un jeu de force et non comme parfaite proportionnalité sans tension implique l'interdiction fondée de ces phénomènes esthétiques qui, dans l'esprit de l'utopie de Bloch, se présentent comme une mosaïque. L'interdit s'étend rétrospectivement comme s'il était invariant. Mais le besoin d'équilibre, même éludé et nié, continue de se manifester. Il arrive qu'au lieu de résoudre les antagonismes, l'art, négativement par une distance extrême prise à leur égard, exprime de puissantes tensions mises en réserve. Les normes esthétiques, quelle que soit l'importance de leur pression historique, restent en retrait de la vie concrète des œuvres d'art. Néanmoins, elles participent en elles à leur champ magnétique. En revanche, il ne sert à rien d'accoler extérieurement aux normes un index temporel, car la dialectique des œuvres d'art se développe entre de telles normes, même les plus à l'avant-garde, et précisément celles-ci et leur structure spécifique. Expérimentation, sérieux et irresponsabilité. La nécessité de prendre des risques s'actualise dans l'idée de l'expérimental, qui simultanément transpose de la science à l'art l'utilisation consciente des matériaux à l'encontre de la conception d'une procédure organique inconsciente. Actuellement, la culture officielle accorde une place particulière à ce qu'elle classe avec méfiance comme expérience, espérant déjà à demi l'échec, et que par là même elle neutralise. En fait, un art qui n'expérimenterait pas n'est plus guère possible. Telle est la disproportion entre la culture établie et l'état des forces productives. Socialement, ce qui est en soi conséquent apparaît comme un pari gratuit sur l'avenir, et l'art, sans garantie sociale, n'est nullement certain de sa propre validité. L'expérience cristallise le plus souvent comme essai de possibilités sur tous des types et des genres, et réduit aisément l'œuvre concrète au cas scolaire. Un des motifs du vieillissement de l'art nouveau. Certes, en esthétique, il ne faut pas séparer moyens et fins. Cependant, les expériences qui, par définition, s'intéressent presque avant tout aux moyens, aiment à faire vainement attendre le but. De plus, pendant les dernières décennies, le concept d'expérience s'est fait équivoque. S'il désignait encore vers 1930 la tentative filtrée par la conscience critique en opposition à la continuation irréfléchie, il est entre-temps apparu que les œuvres doivent contenir des caractéristiques qui ne sont pas prévisibles dans le processus de production et que subjectivement l'artiste était surpris par ses propres œuvres. L'art prend ici conscience d'un moment toujours présent, mis en évidence par Mallarmé. L'imagination des artistes n'a jamais pu complètement embrasser ce qu'ils produisaient. Les arts combinatoires, comme par exemple ceux de l'Ars Nova et puis des Pays-Bas, introduisirent dans la musique du bas Moyen-Âge des effets qui ont dû dépasser l'imagination subjective des compositeurs. Une combinatoire, et les artistes comme aliénés se firent un devoir de médiatiser avec leur imagination subjective, était essentielle pour l'évolution des techniques artistiques. Mais on renforce ainsi le risque de faire tomber les produits plus bas qu'une imagination inadéquate ou pauvre. Le risque est celui de la régression esthétique. Le lieu où l'esprit artistique se hausse au-dessus du simple existant est l'idée qui ne capitule pas devant le simple étant là des matériaux et des techniques. Depuis l'émancipation du sujet, on ne peut plus se passer de la médiation de l'œuvre par celui-ci sans retomber dans la médiocre chosité. Les théoriciens de la musique du XVIe siècle s'en étaient déjà rendus compte. D'un autre côté, seul l'entêtement pourrait nier la fonction productive d'éléments non imaginés surprenants dans de nombreux arts modernes, l'action painting et la musique aléatoire. Le fait que toute imagination présente une marge d'indétermination, que cependant cette marge ne s'oppose pas indissolublement à l'imagination, devrait résoudre la contradiction. Tant que Richard Strauss écrivait encore des œuvres relativement complexes, le virtuose lui-même ne pouvait se représenter exactement chaque son, chaque timbre, chaque accord. Il est connu que lorsque des compositeurs à l'oreille plus fine entendent réellement leur orchestre, ils sont généralement surpris.
Cependant, cette imprécision même, l'inaptitude mentionnée par Stockhausen de Louis à distinguer et à imaginer dans les grappes de son chaque son particulier, est inscrite dans la précision, un aspect de celle-ci et non pas sa totalité. Dans le jargon des musiciens, il faut savoir exactement si quelque chose résonne et seulement à la limite comment cela résonne. Cela laisse une marge aux surprises, à celles qui sont souhaitées aussi bien qu'à celles qui donnent lieu à des corrections. Ce qui survient aussitôt que l'imprévu chez Berlioz, ce n'est pas seulement imprévu pour l'auditeur, mais l'est objectivement. C'est en même temps également prévisible à l'oreille. Lorsqu'on expérimente, il faut tout autant respecter le moment d'étrangeté au moi que le maîtriser subjectivement. Ce n'est que dominer qu'il témoigne du libéré. Mais la véritable raison du risque de toute œuvre d'art n'est pas leur élément contingent, c'est au contraire le fait que toutes doivent suivre le feu follet de leur objectivité immanente, sans garantie que les forces productives, l'esprit de l'artiste et ses procédés techniques, soient à la hauteur de cette objectivité. Si une telle garantie existait, elle fermerait justement la porte au nouveau qui lui-même contribue à l'objectivité et à l'exactitude des œuvres d'art. Ce qui, sans relent idéaliste, peut être appelé le sérieux de l'art et le pathos de l'objectivité qui présente à l'individu contingent ce qui est plus et autre qu'il n'est dans son insuffisance, historiquement nécessaire. Le risque des œuvres d'art participe à cela, image de la mort dans leur sphère, mais ce sérieux est relativisé par le fait que l'autonomie esthétique demeure en dehors de cette souffrance dont elle est l'image et dont elle reçoit le sérieux. Elle n'est pas seulement l'écho de la souffrance, elle l'atténue. La forme, organon de son sérieux, est aussi celui de la neutralisation de la souffrance. Elle tombe aussi dans une confusion irrémédiable. L'exigence de complète responsabilité des œuvres d'art accroît le poids de leur faute. C'est pourquoi il faut la mettre en contrepoint avec l'exigence arithmétique antithétique de l'irresponsabilité. Celle-ci fait penser à l'élément du jeu, sans lequel l'art, comme la théorie, ne peut guère être conçu. En tant que jeu, l'art cherche à expier son apparence. L'art est en outre irresponsable en tant qu'aveuglement, en tant que spleen, et sans lui, il n'existe pas du tout. L'art de responsabilité absolue finit dans la stérilité dont le parfum manque rarement aux œuvres rigoureusement et totalement organisées. L'absolue irresponsabilité les réduit à la plaisanterie. Une synthèse s'oriente par son propre concept. Le rapport à l'ancienne dignité de l'art est devenu ambivalent. Rapport à ce qui s'appelle, chez Hölderlin, le noble et très sérieux génie. L'art garde cette dignité vis-à-vis de l'industrie culturelle. Deux mesures d'un quatuor de Beethoven, qu'en ouvrant son poste de radio, on saisit au vol dans le faux trouble des chansons à succès, en sont revêtues. En revanche, l'art moderne, qui se parerait de dignité, serait idéologique sans rémission. Il lui faudrait se donner des airs, oser, se faire autre que ce qu'il peut être pour suggérer la dignité. Son sérieux l'oblige précisément à se débarrasser de sa prétention, déjà compromise sans espoir par la religion wagnérienne de l'art. Un ton solennel condamnerait autant les œuvres au ridicule que l'allure de puissance et de majesté. Certes, l'art n'est pas concevable sans la force subjective qui pousse à l'adoption de formes, mais il n'a rien à faire avec l'attitude de force dans l'expression des œuvres. Même subjectivement, cette force est compromise. L'art lui-même participe autant à la force qu'à la faiblesse. L'abandon sans réserve de la dignité peut devenir dans l'œuvre d'art l'organon de sa force. De quelle force avait besoin Verlaine, ce fils magnifiquement doué de bourgeois riches, pour se laisser aller ainsi, pour tellement déchoir qu'il se faisait l'instrument passif et chancelant de sa poésie. Lui reprocher, comme l'osa Stefan Zweig, d'avoir été un faible, n'est pas seulement mesquin, mais néglige l'examen des variétés de comportements productifs. Sans sa faiblesse, Verlaine aurait été tout aussi incapable d'écrire ses plus beaux poèmes que d'écrire ensuite les plus pitoyables qu'il brada en tant que raté. L'idéal du noir, pour subsister au milieu des aspects les plus extrêmes et les plus sombres de la réalité, les œuvres d'art qui ne veulent pas se vendre comme consolation doivent se faire semblables à eux. Aujourd'hui, art radical signifie art sombre, noir comme sa couleur fondamentale. Maintes productions contemporaines se disqualifient
en ne tenant pas compte de ce fait et en prenant un plaisir enfantin aux couleurs. L'idéal du noir est du point de vue du contenu l'une des plus profondes tendances de l'abstraction. Il est vrai que les jeux de sonorités et de couleurs courants réagissent peut-être à l'appauvrissement qu'entraîne cet idéal. Peut-être l'art abolira-t-il un jour ce commandement sans pour autant trahir, comme a pu le ressentir Brecht en écrivant ces vers. Quels sont ces temps où parler des arbres est presque un crime, parce qu'on passe ainsi sous silence tant de forfaits. L'art dénonce l'excès de pauvreté par celle qui lui est propre et volontaire, mais il dénonce aussi l'ascétisme et ne peut l'ériger simplement en ordre.